Le premier dispositif de propulsion d'un navire semble avoir été la rame. Un peu plus tard, une voile a été ajoutée, mais au début, elle n'était utilisée que comme élément auxiliaire par vent favorable, car elle était plus difficile à diriger. La voile a facilité la vie des constructeurs de navires, mais elle n'a pas été utile en temps de guerre. Il convenait aux transports et aux marchands, mais pas vraiment à la guerre navale. Bien sûr, ils utilisaient toujours une voile dans les navires de guerre, mais pendant des siècles, ils ont utilisé des rames pour combattre et manœuvrer, car elles étaient indépendantes de vent, maniables et faciles à contrôler. En outre, la manœuvrabilité d'un voilier est influencée par de nombreux facteurs, la surface et structure des voiles, le contour de la coque, la forme des espadrilles de gréement et bien d'autres choses encore. Il n'est pas surprenant que les navires à rames soient restés le pilier des flottes de guerre jusqu'au XVe siècle. Même plus tard, la flotte de galère a été maintenue en tant que flotte auxiliaire jusqu'au XVIIIe siècle. Il ne faut pas non plus oublier les hybrides à voile et à rame, pour les opérations en eau peu profondes et les services de patrouille. La difficulté de la propulsion à la rame est qu'elle est extrêmement vorace. Les rameurs devaient être nourris et hydratés, c'est la chose la plus importante. Sinon, ils ne seraient pas en mesure d'accomplir leurs tâches. Le bateau à rame ne pouvait pas transporter beaucoup de nourriture et d'eau à bord, car il devait soit réduire la puissance de rameur, soit augmenter l'ampleur de ses contours, ce qui entraînait une perte de vitesse. Les galères se sont également montrées sensibles à la qualité de leur équipage. Pour une raison très simple, leur qualité de navigation et de manœuvre au combat dépendait directement de l'entraînement et de l'endurance des rameurs. Il existe une conception selon laquelle les esclaves étaient les seuls à tirer les rames sur les galères, mais des sources nous disent qu'ils ne confiaient pas aux esclaves des postes de combat aussi responsables. Les rames étaient utilisées exclusivement par des hommes libres qui étaient bien payés, à tel point le travail était apprécié. Est-ce vraiment le cas? Essayons de le découvrir. Dans les papyrus égyptiens, il est mentionné que sous les souverains Ptolémée II et Ptolémée IV, des navires ont été construits avec 4000 rameurs, c'est-à-dire dans la population correspondant à celle d'une ville antique moyenne. La réalité de l'existence de tels navires de guerre avec des rameurs esclaves est très faible. Apparemment, l'auteur a simplement par vieille habitude à surestimé le nombre de rameurs. En effet, cela s'est déjà arrivé. Le type de navire de guerre le plus courant aux époques grecques et romaines était la trirème. Habituellement, l'équipage d'une trirème se composait de 150 à 170 rameurs étagés sur 3 rangs, de 18 à 50 soldats et d'environ 12 à 16 marins. Il n'est pas difficile de calculer combien de soldats pourraient tenir sur un navire de 4000 rameurs, si un tel navire existait vraiment. Mais tout de même, si l'on imagine un navire d'environ 150 personnes, de nombreuses questions se posent quand même. Premièrement, il s'avère que les rameurs doivent être entraînés pour agir de manière cohérente. Donc vous ne pouvez pas prendre n'importe qui pour ce travail. Non seulement vous avez besoin d'une personne forte et résistante, mais vous avez également besoin d'une personne qui peut être formée. L'envie seule ne suffit pas pour faire de l'aviron synchronisé avec des dizaines de rames en même temps. Deuxièmement, il doit y avoir des contremaîtres et un équipage sur le navire. Sans cela, il n'y a pas d'issue. Il faut également prévoir une force composée de combattants qualifiés en cas d'émeute. Cela réduit automatiquement la capacité de charge de navire et crée des problèmes inutiles. Et troisièmement, l'esclavage implique une main-d'œuvre à bon marché presque gratuit, mais sa valeur diminue fortement lorsqu'une certaine forme de qualification est nécessaire. Il est incroyablement coûteux non seulement de former de matériel consommable, et dans le monde antique, les esclaves étaient assimilés à des objets, mais aussi de garder une demi-centaine de bourrins sur un navire de combat qui ne savent que ramer. Il s'avère que tout va bien seulement en théorie. En pratique, la thèse proposée de l'esclavagisme s'effondre sous une multitude d'arguments. Quelle que soit l'importance de prix des instruments vivants, il n'est pas économiquement viable de les utiliser pour un seul voyage. Pourtant, l'utilisation d'esclaves sur les bateaux à rames ne doit pas être écartée. Ils ont dû être présents, les Romains ont dû autoriser les esclaves à ramer sur les galères. Mais c'est une mesure forcée en cas de guerre. Il n'y avait tout simplement pas assez d'équipage, ils ont donc été amenés à utiliser des personnes non libres également. La liberté des esclaves n'était garantie que s'ils acceptaient de risquer leur vie dans une bataille navale. Et ils n'étaient pas traînés de force, ils le faisaient de leur propre volonté. De plus, ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge que les esclaves et les prisonniers commencent à être couramment utilisés comme rameurs, car la flotte de galères se développe et les professionnels ne suffisent plus.
Bien plus tard, les Turcs en lutte avec les villes de la République italienne ont commencé à équiper leurs équipages de galères avec des esclaves. Cette solution a cependant créé de nombreux problèmes supplémentaires. Les esclaves devaient être enchaînés et il n'était pas nécessaire de parler d'eux comme d'une ressource pour le combat corps à corps. Il y avait des problèmes de discipline, sans parler de l'aspect hygiénique. Pourtant, les rameurs libres étaient plus efficaces. D'ailleurs, le travail des rameurs n'était pas considéré comme dégradant ou de second ordre. Il convient seulement de noter que dans la Rome antique, le service naval était moins prestigieux que dans les légions terrestres. Mais en général, les galériens étaient traités avec respect. Il n'existe pratiquement aucune preuve historique de l'existence de ces esclaves à l'époque, et les sources affirment qu'un tel phénomène est plutôt impossible. Mais que nous dit l'anthropologie sur les esclaves dans les galères? Il n'y a pas si longtemps, une fouille à Kerch, la plus ancienne ville de Russie, a permis de découvrir une étrange sépulture datant de la fin de l'Antiquité. Sur le territoire d'une ancienne décharge urbaine, ils ont trouvé des squelettes d'hommes d'âge différents, enterrés plutôt négligemment, tous avec des os horriblement mutilés et des pathologies facilement lisibles par les spécialistes des os. Il s'agit d'une partie de ceux qui sont morts sur le rivage, les autres ont été simplement jetés à l'eau. C'est en fait la réponse à la raison pour laquelle il y a si peu de corps d'esclaves de galère. Ils sont tous au fond de mer, ou plutôt ont été mangés par des requins. Les dents, pour commencer, étaient presque tous usés à l'âge de 30 ans, comme les vieux de l'époque, mais il n'y avait pas de caries, car les esclaves étaient nourris uniquement de poissons, sans aucun autre complément. Alors il n'y avait pas de caries, mais il y avait une surabondance de phosphore. L'humidité et le froid constant ont rendu les os bosselés, douloureux et défigurés. Pour en arriver là, il fallait être malade tout le temps, sans aucun traitement ni changement d'alimentation. Les os avaient perdu la mobilité des ligaments à cause de la posture monotone constante. Elle provient de l'appui constant des jambes sur une barre qui a été positionnée pour empêcher les jambes de glisser. Les esclaves se cassaient constamment les côtes. Cet homme a été battu avec un fouet. 9 de ses côtes et sa clavicule gauche ont été cassées. Finalement, il n'a pas été autorisé à guérir et à cicatriser. Il est resté soudé avec une courbure et un déplacement sauvage. Il s'est tordu la clavicule gauche et est devenu 2 fois moins long qu'avant. En d'autres termes, l'homme a probablement été battu à coups de gourdin et de fouet. Puis, il a été obligé de continuer à ramer, ce qui est à l'origine de cette situation. Les côtes ont été brisées en diagonale. C'est un exemple clair de tapassage, et pas avec un bâton, très probablement brisé par une corde cassée. Si ça avait été un travailleur, il se serait reposé et aurait guéri. Mais c'était un esclave. Personne ne l'avait jamais soigné ou n'allait le soigner. L'homme sur cette photo a perdu sa main droite. Cela ne l'a pas libéré de l'esclavage, ni de l'obligation de travailler aux galères. Il a fini par devoir forcer davantage son bras gauche, et vous pouvez le voir sur la photo. Les os sont très différents. Le bras gauche a fini par se tordre. Ce n'est pas une fracture, c'est un étirement excessif. À droite, ce sont des os d'enfants. À cause du travail d'esclaves dès le plus jeune âge, ils ne se sont pas développés correctement. Ils s'étaient déjà trop étirés par les ligaments des os. La pression sur les enfants était donc brutale. Les os se sont fissurés, ont repoussé, se sont à nouveau fissurés à cause de la tension. De nombreux enfants en sont morts de surménage et de mauvaise alimentation. Cassés, soignés en cours de route, vous continuez à labourer gratuitement. Cette photo est celle d'un esclave des États-Unis. Il a une représentation visuelle de ce qui se passait dans la Grèce antique. On voit une fracture de l'arc vertébral. En théorie, c'est presque impossible à casser dans la vie normale. Mais lorsque vous courbez excessivement votre dos en arrière, vous pouvez bien le casser. De nos jours, seuls les athlètes gymnastes engagés dans l'aviron et disons les artistes du cirque parviennent à se blesser de cette manière. Mais nous les traitons alors que personne n'était traité à l'époque. D'après les restes qui ont été étudiés, ça nous révèle qu'il y avait comme minimum plus d'esclaves sur les galères qu'une simple ressource supplémentaire en cas de pénurie de rameurs. Ils n'ont pas été non plus spécialement formés et entraînés, et n'ont pas reçu de liberté pour leur volonté de risquer leur vie. Ils étaient traités comme des produits consommables et ne pouvaient même pas guérir. Il y a peu de possibilités que même les hommes libres voudraient travailler dans les galères.